nez. Mais ont passé les années, ancien bonheur disparu. Adieu mauvaise pensée, car tout sourit d'alentour, et fraîche comme la rosée, les filles nous crient bonjour, bonjour mon village, bonjour mon beau pays.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ce soir, je serai le porte-parole de personnes qui ne sont malheureusement plus là pour nous faire part de leur histoire. J'aime les histoires, surtout celles que l'on ne connaît à peine. J'ose croire que vous aussi. Et c'est d'autant plus palpitant quand elles concernent le lieu où on habite, quand elles concernent nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, et j'en passe. Il y a exactement 80 ans, un événement assez mal connu a marqué douloureusement l'ouest de Tournai, et notamment le village de Canfin en Pévèle. Avec les artistes qui danseront à mes côtés, nous aimerions vous en faire le récit, avec la parole comme narration et les corps comme émotion. Et pour cela, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. Par exemple, sur scène, vous découvrirez une majorité de femmes, mais il leur arrivera, la plupart du temps, d'interpréter des rôles masculins. Imaginez aussi que nous sommes en juin 1944. Le monde est en guerre et la France est occupée par l'Allemagne depuis 1940. La situation locale n'est donc pas du tout rassurante. Et les réseaux de résistance qui passent sont au cœur de notre histoire. De plus, il n'y avait qu'une seule école dans ce village à cette période. Elle se situait derrière la mairie, dont la cour concordait avec celle de l'actuelle école Pasteur. Maintenant que vous connaissez l'essentiel, je vous invite à remonter le temps à mes côtés jusqu'à cet événement historique. Imaginez un long silence entre 4 murs. Vous êtes là, dans cette pièce. Il y a probablement une porte ou des fenêtres, mais cela importe peu, car vous ne pouvez pas sortir. Enfin si, peut-être. Mais vous craignez ce qui vous attend si vous sortez. Vous êtes dans l'école de Canfin, enfermé dans une salle de classe. En pleine journée, vous seriez certainement en train d'apprendre à lire, écrire ou compter. Pendant la récréation, vous regarderiez les enfants rire et jouer, que de bonheur et d'innocence. Mais là, il fait nuit. Le soleil se lève progressivement à l'aube du 6 juin, mais il fait encore nuit. Toujours et éternellement nuit. Vous êtes 99. Que des hommes, tous les uns sur les autres. Vous attendez, vous attendez, vous attendez, encore, encore, et encore.
n'étaient plus des hommes, mais seulement des enfants. Ils étaient encore en vie, mais déjà en enfer. Ils ne sont pas devenus fous, ils étaient à l'idée de le devenir. Pendant cette nuit interminable, des innocents se sont retrouvés enfermés dans la lourdeur du silence le plus comblé. Le pire, c'est que pendant ce temps, les SS flamands et quelques officiers allemands faisaient la fête et se saoulaient en toute impunité dans le café de la place. Et quand on est ivre, n'est-on pas capable du pire, surtout en groupe? Par ailleurs, du côté de l'église, on pouvait entendre quelques excités crier « Pour un tué, c'est 100 otages fusillés ». Ils étaient 99. Ne seriez-vous pas terrorisés à leur place? Pour un tué. Vous vous doutez bien que cette rafle ne s'est pas produite par hasard. Oui, une personne est morte, quelques semaines plus tôt, et pas n'importe laquelle. Voici l'histoire dont a été victime le village de Canfin-en-Thévenne le 6 juin 1944 et dont nous sommes les garants de la mémoire. À l'origine de cette histoire, il y a une femme, Marie de Decken, et un homme, Frank Walek. Ils s'étaient rencontrés à la piscine d'Anvers, en Belgique, en 1943, et leur rencontre a été la source d'un terrible enchaînement d'événements. Marie est une jeune fille d'Anvers, âgée de 21 ans. Son rôle est de favoriser l'évasion des prisonniers et aviateurs alliés. Elle n'hésite pas à sortir du pays et entreprendre de longs voyages entre l'Angleterre et l'Espagne, en passant par La Main et Canfin, sans se faire repérer par l'ennemi. Frank, quant à lui, est un jeune homme de 23 ans, qui serait né à Charleroi. Son rôle sera décisif car c'est lui qui prendra la succession de sa coéquipière. Mais nous n'en sommes pas encore là. Jusqu'alors, Marie est amenée régulièrement à faire passer les aviateurs par Canfin, notamment à un point relais très important, une petite maison située rue Notre-Dame. La femme qui habite se nomme Hélène Dubus, et dans cette histoire, d'autres acteurs entrent en jeu. Après la signature de l'armistice, en juin 1940, la France est occupée par l'Allemagne. La guerre de 14-18, 22 ans plus tôt, a tellement marqué les esprits que la haine envers les Allemands se fait ressentir immédiatement. Les Canfinois entrent d'une façon ou d'une autre dans différents réseaux de résistance.
quelques actions individuelles de résistance, plusieurs réseaux passent par Canfin. Celui du capitaine Michel et le réseau de la Comète en font partie. Mais c'est un groupe de personnes très actifs, rattachés à l'armée blanche, qui se démarque. On y trouve principalement Albert Comblé, instituteur à la main, Maurice Huard, son beau-frère, Jean Chaval, instituteur à Bruyères, et François Cornélis, habitant à Canfin. Bien sûr, les résistants sont beaucoup plus nombreux, sachant qu'il est très difficile de connaître l'ensemble des membres des réseaux passant par le village. Bien sûr, il faut rester très discret. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le 16 mars 1944, Marie conduit 3 aviateurs à la main en passant par Canfin en direction de l'Espagne pour ensuite rejoindre l'Angleterre. Elle tombe sous le charme de l'un d'entre eux et l'épouse à Barcelone. Elle annonce ensuite qu'elle va à nouveau faire passer 3 aviateurs. Mais, seul problème, elle apprend que le chef de son réseau a été tué et qu'elle est elle-même recherchée par la police allemande. La seule solution est donc de fuir et d'abandonner sa mission. Elle retourne en Espagne pour aller rejoindre son mari en Angleterre. Et devinez qui elle choisira pour la remplacer? Frank Vanek, bien sûr. C'est maintenant que les choses se gâtent. N'entendez-vous pas la brebis galeuse qui n'a rien à faire au milieu du troupeau? Écoutez un peu. Marie faisait confiance à Franck. C'est pourquoi elle lui a demandé de prendre sa succession. Elle avait présenté à Albert Comblé et Jean Chaval le plus simplement du monde, en disant qu'ils rendaient service à l'organisation depuis bien longtemps. Elle l'a fait entrer dans le réseau et lui a dévoilé tous les noms qu'elle connaissait. Elle espérait, le lundi 24 avril, rejoindre l'Espagne à ses côtés pour lui montrer l'ensemble des étapes. Mais contre toute attente, Vanek fait tomber son masque. Non! Il a trahi et l'a fait arrêter à Toulouse. En réalité, Frank Vanek est une taupe au service des SS depuis ses 16 ans. Il a déjà fait neutraliser tout un réseau à Chimay et s'apprête à faire de même pour ce réseau passant par Canfin. Tout comme Marie, il se fait héberger chez Hélène Dubus quand il retourne au village. Au départ, ses allées et venues ne sont pas suspectées. Pourtant, les passages d'Allemands se font de plus en plus, la nuit. Rue Notre-Dame, exactement où loge Franck. Par ailleurs, il ne fait jamais passer personne. S'absente pendant de très longues périodes. Traverse le pays sans jamais se faire arrêter alors qu'il n'a même pas de papier. Il se montre défaitiste à l'annonce d'un éventuel débarquement des Alliés. Au fil du temps, l'organisation de résistance se méfie. Et le comportement de Frank Vanek attise notamment les doutes de Jean Chaval et Albert Comblé.
loup est dans la bergerie. En fin de matinée, Jean Chaval retrouve François Cornélis dans le jardin d'Hélène Dubus, là où est hébergé ce traître de Franck Vanek, ainsi qu'Emmanuel Sorel, un Belge qu'il comptait faire passer par Canfin. Il lui tend 2 revolvers, lui disant qu'il faut agir au plus vite. Tous deux se rendent dans la cuisine et retrouvent Franck, lui affirmant qu'ils ont l'ordre de le fouiller. La tension est palpable. À tout moment, un coup de feu pourrait retentir. À tout moment, la situation pourrait changer. Jean invite Franck à le suivre dans la pièce d'à côté, François fermant la marche. Mais soudain, Franck se retourne brusquement, renverse François, se précipite vers la porte de la rue, prêt à dégainer son arme. Les 2 hommes courent à sa poursuite et le rattrapent en pleine rue. Une terrible bagarre éclate. Jean et François parviennent à le blesser grièvement. Ils le traînent alors à travers champs, jusqu'à la main. Arrivés à la main, Jean et François conduisent Franck dans une maison inhabitée. Ils trouvent sur lui une chemise, des insignes SS, un permis de circuler librement. Il a même une autorisation d'arrêter un officier allemand. Il leur révèle qu'il est au service d'Hitler et qu'il a dévoilé les noms de tous les membres du réseau pour leur tendre un piège. Il avait organisé l'après-midi de ce même jour un covoiturage de prisonniers vers Lille. Or, ils étaient attendus par les Allemands. S'ils n'avaient pas capturé Franck, ils auraient pris ce bus et se seraient fait arrêter une fois arrivés. Mais François se souvient alors qu'ils ont laissé chez Hélène Dubus Emmanuel Sorel, le Belge que j'avais mentionné tout à l'heure. Il s'agit peut-être d'un complice. Il retourne alors à Canfin pour aller le retrouver. Arrivé à la main, François est avec Emmanuel Sorel. Il est également accompagné de 2 autres résistants, Alfred de Riveau et Marcel Tréhoux. Lors de la confrontation, Emmanuel Sorel affirme qu'il n'est pas du côté de Franck. Il n'est donc pas leur ennemi. Franck, quant à lui, essaye de négocier pour rester en vie. Il leur promet de demander au SS de les aider si on lui laissait la vie sauve. Mais en temps de guerre, il est trop dangereux de se fier à la parole d'un traître. C'est pourquoi Jean Chaval lui a pris son revolver et veut le tuer avec. Mais il se rend compte que l'arme est enrayée, preuve que Franck a essayé de leur tirer dessus chez Hélène Dubus. Heureusement, cela n'a pas fonctionné. C'est donc Marcel Tréhoux qui va s'en charger. Et après cela, il ne faudra laisser aucune trace pour ne pas se faire attraper.
Pour un tué, c'est 100 otages fusillés. Vous comprenez maintenant? La dépouille du traître est attachée à une pierre et jetée dans un puits. On recouvre le tout de terre et on y sème du cerfeuil pour ne laisser aucune trace de ce meurtre. Dès lors, chaque membre est obligé de s'enfuir, car il risque de se faire attraper par la police allemande. Étant donné qu'ils ont déjoué le piège qui leur était tendu, les officiers qui les attendaient ne les ont jamais vus arriver. C'est pourquoi, à partir de la nuit suivante, des hommes déguisés en religieux sillonnent les routes à la recherche de Franck. Ils apprennent qu'il a été jeté dans un puits, mais malgré leur investigation, ils ne l'ont jamais retrouvé. Dans les jours suivants, les détectives, mêlés à la population, cherchent des indices. Malheureusement, plusieurs personnes sont arrêtées, notamment le maire André de Vauvrin et Aurélie Comblet, l'épouse du résistant Maurice Huard. Ce qu'on a fait subir à cette femme, c'est tellement horrible que je ne peux me résoudre à vous le raconter. Depuis le meurtre de Franck Vanek, le village de Canfin-Pével vit dans la peur. Et ce, jusqu'au jour où tout a basculé, le 6 juin 1944. Ce qui s'est passé ensuite, vous en connaissez l'issue. À la recherche des auteurs de la disparition de Franck Vanek, mais aussi de celui qui émettait, à partir du presbytère et du clocher de Lamin, des hommes en noir encerclent avec leurs camions militaires les villages de Canfin, Lamin, Marquin, Ertin, aussi partiellement Blandin, Éplechin, Bézieux-Frontière. À Canfin, vers 5h du matin, on pouvait entendre retentir sur toutes les portes des coups de crosse. Les hommes étaient arrachés à leur maison, ou arrêtés sur le chemin de leur travail, puis emmenés à la mairie, où ils se font enfin enfermer. Seuls quelques hommes ont réussi à s'échapper pour ne pas se faire dénicher. Ils ont parvenu à fuir ce sentiment immonde que la fin est proche. Mais ils sont bien peu en cette nuit du 5 au 6 juin 1944. Dans les rues, de terribles souvenirs s'entrechoquent, au milieu des rangs d'otages qui s'accumulent, le long des processions de ces hommes solitaires. Le silence impénétrable fait résonner leur peur de mourir. Et dans les maisons, les femmes sont délaissées avec leurs enfants. Plusieurs d'entre elles ont tenté d'amener des vêtements et de la nourriture à leur mari, mais les SS les repoussent. Cette nuit-là, même la chaleur du foyer est à glacer le sang.
1er avril 1944. C'est cette date qui est gravée dans leur mémoire. Et non, ce n'est pas une farce qui attendait ces pauvres gens. À 22h45, un train venant de la gare de Bézieux et transportant des éléments de bataillon des Waffen-SS est saboté près de la gare d'Ascq par des résistants. Dans la demi-heure qui suivra, 86 personnes en payeront le prix pendant la nuit. Et ce soir-là, à Canfin, le souvenir du massacre d'Ascq reste immortel. Il demeure au cœur de la terreur.
Heureusement, le jour a fini par se lever. En fin de matinée, une moto allemande débarque sur la place de Canfin, s'arrête quelques instants, puis fait demi-tour. Puis, les camions militaires repartent avec leurs troupes. La raison principale de ce dénouement rapide est certainement l'information qui a ruiné tous les espoirs des occupants allemands. Le débarquement en Normandie avait déjà commencé. C'est pour ça qu'autant de SS ont quitté le village. Ils étaient réquisitionnés pour aller se battre. Et puis, à quoi bon lutter quand on sait que la déchéance de l'Allemagne nazie est inéluctable? Vers 13h, après vérification des pièces d'identité, les prisonniers sont enfin relâchés. Quel soulagement. Mais tout le monde n'a pas pu avoir cette chance. Plusieurs ont été suspectés et emmenés pour être interrogés à Tournai, puis incarcérés. Ils ne seront relâchés par les résistants que 3 mois plus tard. Dès lors, la vie reprend son cours à Canfin. La plupart reprennent immédiatement leur travail. D'autres retrouvent leurs femmes et leurs enfants. Après une nuit si difficile, il est préférable de se réjouir. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte, pareil à la feuille morte. Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir.
quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Ici, Londres. Ceci termine notre émission de 13 heures destinée à l'Europe. Notre prochaine émission aura lieu à 17 heures. C'est grâce à la plus grande bataille navale de l'histoire que ces hommes ont survécu. Mais en contrepartie, il ne faut pas oublier que cet événement a causé la mort de milliers de personnes. Pourtant, cette cruelle étape était nécessaire pour mettre fin à l'occupation allemande. Sans cela, le village de Canfin-en-Pévennes ne serait pas libéré, ce dimanche 3 septembre 1944. Des chars américains débarquent sur la place, les cloches sonnent, c'est un jour très agité, mais surtout très heureux. Symphonie, symphonie d'un jour qui chante toujours dans mon cœur lourd. Symphonie d'un soir de printemps, c'est toi que j'entends depuis longtemps. Tes accords ont gardé leur parfum. Je revois des souvenirs défunts. Symphonie, symphonie, je revois les rideaux fanés que pour nous aimer tu as fermés. Dans la nuit, tout comme autrefois, il traîne parfois un peu de toi. Et les mots et le son de ta voix, maintenant je les retrouve en moi. C'est fini, c'est fini. Et j'entends grande à l'infini, comme une harmonie, ma symphonie, ma symphonie, ma symphonie. Voilà, nous avons fini de vous raconter l'histoire. Maintenant, c'est à nous tous de continuer à l'écrire. Je sais, elle n'est pas très joyeuse, mais moi, je crois au dénouement heureux. Et je crois aussi en la paix. Dans une époque comme la nôtre, où la guerre fait encore des ravages, il faut croire en la paix. C'est la preuve qu'il faut continuer à écrire et garder espoir. Mais pour continuer à noircir de nouvelles pages, il ne faut pas oublier ce qui est inscrit sur les précédentes. 20 ans après la rafle, le 6 juin 1964, un calvaire a été érigé rue de Crépelaine, en souvenir de ces jours funestes. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous remémorions nos ancêtres pour mieux transmettre à nos enfants. Mes amis, pour finir cette soirée comme il se doit,
je vous propose de chanter. Unissons-nous et chantons fièrement. Chantons tous ensemble.